Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le premier chapitre du livre d'Elisabeth Kübler-Ross qui est D'accueillir la mort. Voilà, j'aimerais vous lire le livre en entier comme j'ai pu le faire précédemment concernant le livre d'Elisabeth Kübler-Ross et de David Kessler. Voilà, donc je vais commencer par l'introduction. Depuis la publication de mon premier livre, Les derniers instants de la vie, un nombre croissant de professionnels de la santé, de non-spécialistes et d'institutions prennent en charge les besoins des patients en phase terminale et de leurs familles. Sur les 5 dernières années, j'ai été conviée à quelques 700 ateliers, conférences et séminaires consacrés à l'accompagnement des mourants. Parmi les participants figuraient les représentants de métiers touchant de près ou de loin à la santé, médecins, ecclésiastiques, infirmières, assistantes sociales, aromathérapeutes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, ambulanciers, ordonnateurs de pompes funèbres, mais aussi de simples individus qui avaient perdu plusieurs êtres chers. Tous venaient chercher des réponses à leurs nombreuses interrogations. Dans le présent ouvrage, je me suis efforcée de satisfaire les demandes qui revenaient le plus souvent parmi mon auditoire. Le fait qu'elles soient parfois reformulées répond avant tout à un souci de clarification. Un texte de cette taille ne peut fournir une réponse à toutes les questions. Les plus fréquentes concernent les patients en fin de vie et la majorité des lignes qui suivent traitent des relations entre les malades et leurs familles. Viennent ensuite les difficultés rencontrées par le personnel soignant et les équipes interdisciplinaires. Les problèmes spécifiques sont étudiés dans de courts chapitres afin de faciliter la lecture. J'ai volontairement exclu les développements sur religion et vie après la mort ainsi que deuil et douleur, non seulement par manque d'espace, mais encore parce que d'autres que moi sont mieux qualifiés pour en parler. Comme dans les derniers instants de la vie, j'ai presque toujours pris pour sujet la maladie adulte. Les questions et les réponses concernent les enfants, sont regroupées dans la mort et l'enfant. Compte tenu du renforcement de la formation continue du personnel hospitalier, de la multiplication des séminaires destinés aux étudiants en médecine ou aux professionnels de la santé et de l'accroissement des centres éducatifs réservés aux ecclésiastiques, cet ouvrage peut susciter la discussion dans des secteurs où nous avons trop souvent fait l'impasse sur son sujet, non par manque d'intérêt, mais par conscience de notre dénouement face aux nombreuses questions qu'on nous pose lors de cette ultime crise et qui reste sans réponse. Donc, premier chapitre du livre Accueillir la mort, qui est le patient en fin de vie. Peut-être que ce premier chapitre, je vous le dirai en 2 temps dans la même vidéo, parce qu'il comporte, j'avais regardé déjà, 47 pages, 48 pages. Le patient en fin de vie, dans le combat qu'il livre pour assumer sa maladie et sa mort, le patient en fin de vie doit traverser différentes phases. Pendant la première, il nie son état, continue à travailler comme s'il allait aussi bien qu'auparavant, consulte plusieurs médecins dans l'espoir qu'ils formuleront un diagnostic différent et cherche à cacher la vérité à sa famille qui peut également vouloir la lui taire. La deuxième phase s'ouvre lorsqu'il lui faut affronter la triste réalité. Sa réaction à la maladie s'exprime alors par un « pourquoi moi » indigné. Si au lieu de le juger, nous apprenons à l'accompagner, à ne pas prendre cette colère comme une insulte personnelle, il peut aborder la troisième phase dite de marchandage. Il négocie avec Dieu la prolongation de sa vie, promet de bien se conduire et de se consacrer à la religion s'il échappe à la souffrance. Essaye de mettre les choses en ordre et de régler les affaires courantes et parvient à ce constat. C'est à moi que cela arrive. Il accède enfin à la phase de dépression, commence par faire son deuil des pertes subies dans le passé, puis se détache graduellement du monde extérieur. Il se désintéresse des êtres et des événements, demande à avoir toujours moins de visites et vit en silence un chagrin préparatoire. Si on le laisse exprimer ses douleurs, si on ne prolonge pas artificiellement sa vie et si sa famille sait lâcher prise, il peut parvenir à la phase d'acceptation et mourir en paix. Ces phases sont illustrées par des exemples précis dans mon ouvrage « Les derniers instants de la vie ». Les questions qui vont suivre
émanent de patients, de familles, de médecins et d'infirmières. Nous espérons qu'elles permettront au lecteur de s'identifier au malade et de se sentir plus à l'aise lorsqu'il sera confronté à ces situations. L'information du patient. Quand le médecin traitant doit-il annoncer son diagnostic à un patient en phase terminale? Dès que le diagnostic est confirmé, il faut informer le patient de la gravité de son état. On doit aussitôt lui donner espoir, c'est-à-dire lui indiquer les possibilités de traitement. Ensuite, nous attendons qu'il demande lui-même des détails. Si c'est le cas, je lui réponds sans détour, je ne lui dis pas qu'il est mourant ou en phase terminale, mais qu'il est gravement malade et que nous essayons de faire tout ce qu'il est humainement possible pour l'aider à fonctionner au mieux. À qui incombe la responsabilité d'annoncer au patient qu'il est en phase terminale? Au médecin ou au prêtre? Le médecin est prioritaire, mais il peut déléguer cette tâche au prêtre. Doit-on dire à tous les patients qu'ils sont mourants? On ne doit le dire à aucun patient. Je n'encourage personne à forcer les malades à affronter leur mort tant qu'ils n'y sont pas préparés. Il faut leur expliquer qu'ils sont gravement atteints lorsqu'ils sont prêts à évoquer la question de la mort et du mourir. On doit leur répondre, les écouter et entendre leurs interrogations. Mais il ne faut pas leur annoncer qu'ils sont mourants et ce faisant les priver de la lueur d'espoir dont ils ont besoin pour vivre jusqu'à la fin. Que faire lorsque le médecin refuse d'annoncer au patient qu'il souffre d'une maladie incurable? Selon vous, quelqu'un d'autre doit-il le faire? Si oui, qui? Cette personne peut-elle se passer de l'accord du médecin? Non, il est impossible d'agir sans l'accord du médecin tant qu'il n'a pas explicitement demandé à un prêtre, une infirmière ou une assistante sociale de se substituer à lui. Il convient de ne pas s'en charger à moins d'être un proche du malade. Quand le patient commence-t-il à mourir en conséquence? Quand la relation se transforme-t-elle en relation avec un mourant? Dans nos ateliers interdisciplinaires sur la mort et le mourir, les relations ont commencé à l'hospitalisation de patients qui étaient pratiquement en phase terminale. Je crois pourtant que la préparation devrait débuter bien avant et que nous devrions apprendre à nos enfants à regarder en face la réalité de la mort. Arrivés en fin de vie et disposant de peu de temps pour régler les affaires courantes, ils n'auraient pas à passer par les phases précédemment décrites. Dans ce contexte, la réalité de vie est différente, semblable à celle qu'on ressent après avoir affronté sa propre finitude. Je suis mal à l'aise si je sais qu'un patient se trouve en phase terminale et que ses parents ne sont pas au courant. D'après moi, il est important de savoir qu'une personne est mourante. Faut-il s'en remettre au médecin pour le dire à la famille? Le patient a le droit de connaître la gravité de son état et je pense que sa famille doit aussi être mise au courant. C'est au médecin de le faire. S'il en est incapable, le malade ou ses proches doivent se renseigner auprès d'autres membres du personnel d'accompagnement. D'habitude, il s'adresse à l'aumônier, au prêtre, au rabbin ou à l'infirmière. Si le patient ou ses parents se tournent vers un autre membre de l'équipe, celui-ci devra impérativement en informer le médecin et, si nécessaire, lui demander de lui confier cette tâche. Les difficultés de communication. Conseillez-vous au médecin de parler à la famille hors de la chambre d'un patient comateux ou à côté de son lit? Très tôt, j'essaye d'enseigner à mes étudiants en médecine externe et interne que les patients comateux peuvent souvent entendre tout ce qui se dit et qu'ils sont parfaitement réceptifs à tout ce qu'il se passe dans leur chambre. Étant très favorable à une attitude d'ouverture et de franchise envers les malades en phase terminale, je ne vois aucun inconvénient à ce que l'un d'eux m'entende informer sa famille de la gravité de son état si, selon moi, il doit ignorer certaines données que je souhaite communiquer à ses proches. Je sors tout naturellement de la chambre avec eux et les emmène de préférence dans un bureau individuel. Comment vous comportez-vous face à une famille qui refuse qu'on parle de ça devant un parent mourant? J'essaye de m'asseoir seule à côté du malade pour qu'il me raconte ce qu'il n'a pu raconter à sa famille. Il faut ensuite prendre le temps de s'isoler avec les proches et de s'efforcer de les aider à gérer la situation que le patient a déjà à affronter.
Il y a environ 2 ans, j'ai soigné une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale qui me posait ce genre de questions. Suis-je très malade? Vais-je aller mieux? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Pourquoi ne me dit-on rien? Quand j'ai parlé au médecin traitant de ces demandes, il s'est effondré en s'écriant: Que voulez-vous que je fasse? Lui dire qu'elle va mourir. Il en avait les larmes aux yeux. Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires sur ce type de situation? Oui, ce médecin me semble très humain. Il est clair qu'ils se sont concernés, préoccupés par le fait que l'état de la patiente ne va pas s'améliorer. Je ferai preuve d'empathie à son égard. Je lui dirai qu'il doit être extrêmement difficile de s'occuper de ce genre de malade, après quoi je lui demanderai avec tact de me laisser parler à la patiente. Il m'y autorisera sans doute car il est apparemment trop bouleversé pour le faire lui-même. Avez-vous expliqué qu'il fallait parler de la mort Avez-vous expliqué qu'il fallait parler de la mort? Mais que dites-vous par exemple à quelqu'un qui demande pourquoi il meurt? Je lui réponds que je ne sais pas et j'ajoute: que me demandez-vous au juste? Il expliquera qu'il a travaillé toute sa vie, qu'il allait prendre sa retraite. Il s'écria: pourquoi maintenant? Ou: mes enfants sont trop jeunes, ils ne vont pas encore au lycée. Si Dieu voulait bien m'accorder quelques années pour que je les voie grandir, si l'on reste assis à écouter, le patient monopolisera pratiquement la parole. Ce qui l'aidera à exprimer ses sentiments. On ne peut pas entrer dans la chambre d'un malade en ayant préparé son discours. On dit ce qui paraît juste sur le moment et quand on ne sait pas quoi dire, on le reconnaît aussi tout simplement. Comment travaillez-vous avec un patient qui se plaint de douleurs terribles et vous montre ses tumeurs? J'essaye avant tout de lui donner la médication antalgique adéquate pour qu'il n'ait plus à se plaindre de la douleur s'il me montre ses tumeurs. C'est qu'il veut me faire savoir combien il est malade et combien il souffre. De toute évidence, il est en demande d'empathie. C'est ce que je m'efforce de lui offrir. Lorsqu'on parle à un mourant dont on a été proche, doit-on exprimer sincèrement ses sentiments de peur de perte, de séparation? En d'autres termes, doit-on arrêter de jouer la comédie? Absolument. Quelle est la meilleure phase pour aborder le problème de la mort avec un patient? On n'aborde pas ce sujet avec le patient. On attend qu'il soulève la question de la mort et du mourir. S'il parle de sa douleur, on lui parle de sa douleur. S'il exprime une peur de la mort, on s'assied, on l'écoute et on lui demande sur quoi porte vraiment sa peur. S'il veut prendre des dispositions funéraires ou dicter ses dernières volontés bien avant le début de son agonie, on n'essaye pas de l'en dissuader, mais on l'aide à trouver un avocat et à mettre les choses en ordre. J'ai un problème avec les médecins qui ne répondent pas directement aux questions qu'on leur pose. Quand un patient demande s'il souffre d'un cancer, le médecin ne répond pas par la négative, ne peut que dire « je ne sais pas encore ». Si l'on n'entend ni l'un ni l'autre, le malade percevra ce silence comme un acquiescement implicite, ignorant la gravité de son état. Il pourra s'imaginer terriblement atteint, ce qui peut précipiter l'issue fatale. Je ne crois pas que l'issue fatale s'en trouvera précipitée. Le patient aura sans doute du mal à dormir, il s'inquiétera, s'interrogera, peut-être connaîtra-t-il un surcroît d'anxiété, mais tôt ou tard, il reposera directement la question au médecin. S'il ne reçoit toujours pas de réponse, il essaiera de s'informer auprès de sa famille, du prêtre, de l'infirmière ou de l'assistante sociale. Dans le meilleur des cas, c'est un ami ou un membre du personnel hospitalier qui lui répondra. Mon mari souffre d'emphysème et ne travaille plus depuis 4 ans. Il s'affaiblit mais conserve certaines activités extérieures. Nous avons tous deux nos obsessions. À 60 ans passés, nous n'avons jamais parlé de la mort ni du mourir. Devons-nous aborder le problème? Je suppose que si vous participez à un atelier sur la mort et le mourir, c'est que le sujet suscite en vous une certaine curiosité. Vous aimeriez aider votre mari et vous vous posez au moins quelques questions à ce propos. Pourquoi, une fois rentré chez vous, ne lui parleriez-vous pas de ce groupe? S'il change de sujet, vous saurez qu'il est mal à l'aise et ne veut rien entendre. Mais s'il vous interroge, votre discussion portera forcément sur la mort et le mourir. Vous pourrez alors lui demander s'il ne serait pas plus facile de régler certains points, un testament ou autre, dans un avenir proche. Quel comportement adopteriez-vous face à une adolescente de 14 ans qui ne cesse de répéter qu'elle va mourir à 18 ans? Elle est gravement malade. Je l'écouterai en pensant qu'elle en sait sans doute plus que nous. Un de mes clients, je l'écouterai en pensant qu'elle en sait sans doute plus que nous. Fin de la phrase.
Un de mes clients est atteint d'une maladie incurable. Récemment, sa femme a eu une crise cardiaque. On ne peut pas encore lui révéler ce dont souffre son mari. Quelle est la meilleure façon de lui annoncer? Je suis persuadée qu'une femme qui vient d'avoir une crise cardiaque, qui sait son époux malade et qui ne peut lui rendre visite, sera plus angoissée si personne ne lui révèle ce dont il souffre. Je m'assiérai à côté d'elle, lui expliquerai que je viens de voir son mari et ferai office d'intermédiaire entre les deux conjoints hospitalisés. Je ne sais pas s'ils ont été admis dans le même établissement. Si oui, on devrait les réunir dès que l'épouse ira au mieux et qu'elle pourra quitter le service de cardiologie. Sinon, on devrait lui permettre de se rendre visite afin de se parler. Au moins, chacun pourra-t-il partager avec l'autre ce qu'il juge possible. Pourriez-vous en dire davantage sur le choix qui s'impose entre aider le patient et aider sa famille dans le cas où la demande de la famille est la plus forte? On aide toujours ceux qui en ont le plus besoin. Comment aborder quelqu'un dont on ne sait rien sauf qu'il est mourant? On entre dans la chambre du patient, on lui demande s'il a envie de discuter un moment, on s'assied, on cherche à savoir ce dont il a le plus besoin, on l'interroge. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Parfois, il vous invite simplement à vous asseoir et à lui tenir la main. Parfois, il vous fait signe de sortir parce qu'il préfère rester seul. On peut aussi lui demander s'il souhaite faire venir quelqu'un. C'est souvent ce dont il a besoin. Une personne qu'il aura choisie, on va la chercher et c'est ainsi qu'on a aidé le malade. Si j'ai envie de communiquer avec un patient que je ne connais pas du tout, je lui demande: est-ce difficile ou avez-vous envie d'en parler? Et très vite, il exprime ses vraies préoccupations. Comment aider des parents à accepter la mort imminente d'un fils de 19 ans et comment en parler au jeune homme? Chacun est conscient de la proximité de la mort, mais personne ne le verbalise. Le père et la mère ont le sentiment de ne pas pouvoir aborder la question avec leur fils. Il leur faut parfois un catalyseur. En l'occurrence, ce peut être vous. Interrogez-les. Ne serait-il pas utile d'exprimer certaines préoccupations et certains sentiments à votre fils? Il lui serait plus facile de régler les affaires qui vous concernent tous trois. S'ils en sont capables, n'insistez pas, mais faites-leur au moins partager quelques-unes de vos expériences cliniques. Peut-être y verront-ils un encouragement à s'ouvrir. Comment faites-vous savoir à un patient que vous êtes prête à parler de la mort avec lui s'il le souhaite? Je m'assieds à côté de lui et lui parle de sa maladie, de sa douleur, de ses espoirs. Très souvent, nous ne tardons pas à nous faire part de nos philosophies respectives sur la vie et la mort. Sans grande préparation, vous vous trouvez alors au cœur des vrais problèmes. Parfois, vous pouvez vous asseoir à côté d'un patient et lui demander s'il est prêt à vous faire partager ce qu'il éprouve face à une grave maladie. Il parlera des bouleversements qu'il a connus et ajoutera peut-être: je me demande parfois s'il ne vaudrait pas mieux que je meure. Ces propos vous donneront l'occasion de le questionner sur ses sentiments, ses idées, ses peurs et ses fantasmes quant à la mort et au mourir. J'appartiens à une profession d'accompagnement, bien souvent en entrant dans la chambre d'un patient, j'ai instinctivement une réaction très négative. Comment me conseillez-vous d'établir le contact avec ce genre de malade? Vous avez dit: je fais partager mes sentiments, très bien, mais cela s'applique-t-il aux sentiments négatifs? Certains patients vous mettent en colère et vous donnent envie de tout abandonner. Je n'hésite pas à leur dire que leur comportement m'irrite parfois. Si nous parvenons à en parler, nous trouverons peut-être des solutions qui leur éviteront de s'aliéner l'ensemble du personnel. Lorsque je réagis ouvertement vis-à-vis de lui, le malade peut non seulement exprimer sa colère, mais aussi voir que je suis honnête avec lui. Il peut donc se montrer plus franc et plus à l'aise avec moi. Lorsqu'on apprend à communiquer sur la mort et le mourir avec des malades, est-il toujours prudent de verbaliser ses sentiments viscéraux à leur égard? Je dis prudent parce que, ne connaissant pas mes sentiments quant à la mort, au mourir ou à ma relation à autrui, je ne suis pas certain qu'il puisse aider le patient. Il n'est pas toujours prudent de verbaliser ses sentiments. Si en entrant dans la chambre du malade, votre seule pensée est: j'espère bien qu'il ne va pas mourir sous mon nez, il est évident que vous n'allez pas la lui faire partager. Si votre réaction instinctive relève de l'insécurité et du désarroi, et si vous tenez pourtant à aider ce patient, il sera très prudent de lui dire: je ne sais pas
Comment vous aider? Mais j'en ai vraiment envie. Y a-t-il une chose précise que je puisse faire pour vous et qui vous ferait du bien? Je dis très souvent à mes malades que je me sens un peu désemparée à court de mots et je m'assieds en attendant d'eux un signe qui me permettra de m'en sortir. Ces patients sont ensuite très à l'aise avec moi parce qu'ils peuvent me faire partager leurs propres sentiments d'ambivalence, d'insécurité et parfois de dénouement. Ensuite, nous essayons de trouver des solutions. Dans quelle mesure est-il possible ou souhaitable d'informer un malade du cœur de la gravité de sa crise cardiaque? On hésite à effrayer le patient au risque de provoquer une autre crise, cette fois-ci fatale. La peur d'informer ces malades de la gravité de leur état est irrationnelle. C'est notre problème. Le patient sait parfaitement qu'il a eu une grave crise. On doit le lui dire pour qu'il suive son régime. Fasse de l'exercice et prenne au sérieux les soins hospitaliers. Il sera bien plus angoissé et bien plus prédisposé aux complications si l'on est malhonnête avec lui. Il pourra continuer à trop manger ou être si intimidé par son expérience qu'il n'osera plus prendre aucun exercice. C'est alors qu'il y a risque de rechute. Nous parlons ouvertement à nos malades du cœur. Nous les informons de la gravité de leur crise et des limites auxquelles ils vont se heurter. Nous les encourageons à faire leur exercice jusqu'au bout afin d'obtenir un meilleur pronostic. Puisque vous êtes contre le fait d'annoncer aux patients une espérance de vie précise, calculée en mois ou en années, pensez-vous qu'on puisse au moins lui indiquer ses chances de survie à échéance régulière, 3 mois, 1 an, 2 ans ou 5 ans? Nous avons remarqué que les patients à qui l'on annonce une espérance de vie précise ne vont pas bien. Notre pronostic n'est pas suffisamment pointu pour nous permettre d'affirmer à un malade qu'il lui reste une durée X à vivre. Si nous l'informons qu'il dispose de 6 mois et s'il survit à ce délai, il se trouvera dans une situation extrêmement difficile. Il ne vivra plus mais ne parviendra pas non plus à mourir. Il me semble plus honnête de lui avouer que nous ne savons pas, que les chances paraissent faibles à ce stade donné. S'il insiste pour obtenir des détails, le médecin doit lui fournir des approximations statistiques. Il se fera donc une idée du temps qui lui reste pour mettre les choses en ordre. Comment aidez-vous les patients à ne pas se sentir coupables de vous faire partager leurs sentiments quant à leur propre mort? Prenons un exemple. J'ai eu de nombreux patients qui, après avoir pleuré, ont jugé difficile de continuer à avoir une relation franche avec moi, bien que j'ai persisté à leur apporter mon soutien. Je ne crois pas qu'ils aient mis fin à la relation parce qu'ils vous avaient fait partager leurs peines et leurs sentiments. Ils ont sans doute pu dépasser leur colère et leur dépression réactionnelle pour entrer dans le processus du chagrin préparatoire. Ils commencent à se détacher, à s'éloigner, à décatecter, en ce sens qu'ils recherchent de moins en moins les relations interpersonnelles. Ils veulent voir une dernière fois leurs amis, leurs parents et leurs enfants. À la fin, ils ne gardent le contact qu'avec 1 ou 2 personnes, généralement les plus proches d'eux. Comment aborderiez-vous la question de la mort avec des gens qui, comme les grands cardiaques, sont continuellement confrontés à cette éventualité sans jamais être condamnés? De nombreux patients sont continuellement confrontés à l'éventualité de leur mort. Ils doivent alors assumer leur propre finitude, après quoi ils pourront connaître une qualité de vie différente. Ils savent que la mort peut survenir à tout moment, mais espèrent disposer de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il ne faut pas les éviter, ce sont ceux qui doivent affronter la réalité de leur mort et le plus tôt possible. Comment un professionnel doit-il répondre à un non-professionnel qui lui déclare « Vous êtes froid et indifférent à la mort ». Je me regarderai dans le miroir en me demandant à cette affirmation, si cette affirmation, décidément, je vais relire la phrase. Je me regarderai dans le miroir en me demandant si cette affirmation ne contient pas une part de vérité, si je ne me sens ni froide ni indifférente à la mort de cette personne et au chagrin de ses proches. J'interpréterai ces propos comme une manifestation de la colère ressentie par la famille en réaction à la perte qu'elle vient de subir. Lorsque les parents traversent une phase de colère particulièrement à la suite d'une perte subite et inattendue, ils déplacent souvent ce sentiment sur le personnel médical, qu'il n'y est pour rien. Si cette accusation est injustifiée, contentez-vous de l'accepter comme l'expression d'un bouleversement.
Quels sont les risques s'il existe inhérents à une trop grande implication émotionnelle dans les sentiments d'un patient en phase terminale? Si les rapports au sein de votre groupe de contrôle sont au point, si vos collègues veillent sur vous et vous permettent de leur faire partager vos sentiments, vous ne risquez pas cet excès d'implication. C'est en travaillant à plein temps et seul à seul avec de nombreux patients mourants que vous risquez de trop vous impliquer et de vous épuiser sur le plan émotionnel et physique. Personne ne doit se consacrer exclusivement à ce genre de malade. Il est impossible de le faire à plein temps. L'expérience permet-elle de développer une intuition qui vous fait dire « Oui, en ce moment, il me parle de sa mort. Tombe-t-on parfois à côté? Quelquefois, le patient annonce-t-il prématurément sa mort ou son sentiment est-il toujours le bon ?» Je ne sais pas si c'est l'intuition qui vous fait dire « Oui, en ce moment, il me parle de sa mort ». Je crois que si l'on entend, si l'on écoute les patients, on sait à quel point ils parlent de leur mort imminente et on leur répond. Bien sûr, tout le monde peut se tromper un jour ou l'autre. Il arrive que les patients s'inquiètent de mourir prématurément, alors qu'en fait, ils bénéficient d'un pronostic assez bon. Il importe de diagnostiquer correctement une peur pathologique de la mort qui se manifeste à l'apparition du moindre symptôme et le message du malade en phase terminale qui sent ses jours compter. Plus que l'intuition, je dirais que l'expérience et l'art de l'écoute permettent de tomber moins souvent à côté. Faut-il essayer d'amener le patient et la famille au même niveau, c'est-à-dire à la même phase du mourir, par exemple, à la colère, au déni, à l'acceptation? Il s'agit d'un rêve utopique et je crois la chose irréalisable. Là encore, nous projetons nos propres demandes au lieu d'accepter les gens, quelle que soit leur situation, et d'être disponibles quand et s'ils sont prêts à passer à la phase suivante. Comment réagissez-vous face au syndrome de Lazare, c'est-à-dire à un patient mourant qui se rétablit après s'être préparé à mourir? Je m'en réjouis avec lui. Le déni comme première ligne de défense. Comment travaillez-vous avec un patient qui présente les signes cliniques d'un cancer et refuse les examens complémentaires tels que la bronchoscopie, une opération exploratoire destinée à mettre en évidence un cancer du poumon, des rayons X qui permettraient de savoir si la tumeur est opérable et ou sensible à une radiothérapie? Le patient a le droit de refuser un traitement. Je pense qu'il faut se placer à son niveau, lui dire ce qu'on suspecte et lui donner le choix. Mais c'est à lui de rejeter ou d'accepter cette offre. Pourquoi tant de médecins refusent-ils d'annoncer à leurs patients qu'ils souffrent d'une maladie incurable? Cette tendance s'inverse-t-elle? Quantité de médecins ont du mal à informer leurs patients de la gravité de leur état, mais cette tendance s'inverse. Ils sont de plus en plus nombreux à se sentir moins démunis face à cette situation. On trouve davantage d'écoles qui incluent les soins palliatifs à leur programme. Les étudiants sont mieux informés et assistent à des conférences, participent à des ateliers et bénéficient d'une assistance pendant leurs années de formation. Il y a donc de grandes chances pour que dans un avenir proche, les médecins soient plus à l'aise face aux patients en fin de vie. Que doit faire le personnel infirmier devant un patient qui a traversé tout le processus du mourir et reste enfermé dans la phase de déni? On doit tout naturellement laisser ce patient dans sa phase de déni et le traiter comme n'importe quel malade. Donc, on doit tout naturellement laisser ce patient dans sa phase de déni et le traiter comme n'importe quel malade. Pourriez-vous faire le lien entre les phases du mourir et la perte de la vue? Je travaille actuellement avec une femme qui devient aveugle et se trouve dans la phase de déni. Le médecin ne lui a encore rien dit. En tant qu'assistante sociale, quel est mon rôle? Écoutez-la, cette patiente va vous faire partager sa terreur de la cécité. Laissez-la s'exprimer. Parlez-lui des livres, cassettes, de la canne blanche, des chiens guides aveugles, de tous ceux qui vivent normalement malgré leur handicap. Ne lui dites pas que ça n'a rien de terrible. Rappelez-lui simplement que les non-voyants peuvent fonctionner comme les voyants. Elle se sentira en confiance et pourra vous en parler. Si son médecin est trop mal à l'aise, parmi mes malades, ceux qui sont devenus aveugles sont passés par les mêmes phases que les mourants. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec des patients non-voyants. Je suis très frappée de les voir traverser les mêmes étapes que tout individu confronté à la perte de quelque chose d'important. Faut-il attendre qu'un patient soit mis au courant de son état pour essayer de l'aider? Comment tendre la perche à un malade qui semble rester dans la phase de déni?
Il ne faut pas attendre que le patient soit informé de sa maladie pour l'aider. Il y a plusieurs façons d'agir. Il nous faut comprendre le langage symbolique employé par les malades qui restent dans la phase de déni et qui, pourtant, parlent de leur mourir. Nous pouvons leur apporter un réconfort physique, spirituel et émotionnel. Nous asseoir à côté d'eux et leur dire « C'est difficile, n'est-ce pas ?» Une remarque comme celle-ci fera souvent sauter le barrage et le patient vous parlera alors de sa peur, de son malaise ou de ses fantasmes. Suite à l'apparition de symptômes, on conseille l'hospitalisation à un patient opéré d'un cancer, il y a 2 ans. Je vais relire la phrase, excusez-moi. Suite à l'apparition de symptômes, on conseille l'hospitalisation à un patient opéré d'un cancer il y a 2 ans. Mais il décide de passer l'hiver en Floride. Est-ce un déni? Sa femme cautionne sa décision et part avec lui. Un patient qui a eu un cancer il y a 2 ans et doit à nouveau être hospitalisé pour les mêmes symptômes se sent probablement confronté à une reprise de la maladie. Sans doute sait-il aussi que les mois, voire les années qui lui restent à vivre seront marqués par des hospitalisations et par la dégradation de son état. Peut-être veut-il dire aussi « Vivons encore un peu, offrons-nous ce voyage en Floride pour avoir au moins le souvenir d'y être allés ensemble. » Pour réaliser un rêve que nous faisons depuis toujours sans avoir jamais pu le concrétiser. Lorsqu'il aura réalisé cette envie, il est fort probable qu'il retournera à l'hôpital et se montrera meilleur patient que s'il avait conservé des regrets comme « si seulement j'étais allé en Floride avec ma femme ». Encore une fois, il importe de ne pas juger ce malade qui ne répond pas à notre demande d'hospitalisation immédiate et de ne pas systématiquement étiqueter sa réaction comme un déni. Cet homme a tout bonnement choisi, il s'agit de son choix et il est en droit de le faire. Que doit faire le personnel infirmier face à un patient qui reste dans un déni total jusqu'à sa mort? Le traiter comme tout être humain dans le besoin, se souvenir que le déni est nécessaire à certaines personnes et qu'on ne doit pas les faire sortir artificiellement de cette phase pour le plaisir. Un homme souffre d'un cancer inopérable. Selon les médecins, il aura sans doute environ 1 an de vie quasi normale avant de se mettre à décliner. Son épouse a décidé de ne rien lui dire tant qu'il peut relativement bien vivre et de ne l'avertir qu'ensuite. Il aura toujours le temps de mettre les choses en ordre. Cette approche est-elle la bonne? C'est peut-être une bonne approche pour les patients qui ont besoin du déni, mais elle constitue une exception à la règle. La plupart des malades réagissent mieux si on les informe rapidement de la gravité de leur état, tout en leur permettant d'espérer. On leur explique par exemple qu'ils pourront vivre normalement pendant un temps raisonnable. Lorsqu'un patient demande directement au médecin si sa tumeur est bénigne ou maligne, il a le droit de savoir. Faute de lui répondre, le médecin peut, dans certains cas, se voir poursuivre devant les tribunaux. Monsieur X, âgé de 22 ans, est atteint d'un cancer prétend faire l'objet d'une rémission miraculeuse. Tout indique pourtant qu'il se trouve en phase terminale. Quel rôle doit-on tenir? Est-ce une simple comédie destinée à protéger sa famille, bien qu'il connaisse la gravité de son état? Si un jeune homme atteint d'un cancer incurable affirme être touché par une rémission miraculeuse, c'est qu'il veut croire au miracle, même si, du point de vue médical, on le juge perdu. Je m'assierai à ses côtés, lui dirai « Oui, un miracle est toujours possible » et attendrai un moment. Je continuerai à lui rendre visite pour lui permettre de me faire partager ses sentiments sur la maladie incurable ou sa foi en la guérison. Que vous soyez membre d'une équipe d'accompagnement ou de la famille, votre rôle ne consiste pas à abattre une défense, mais à aider le patient, s'il a besoin de se croire guéri. Il est cruel et antithérapeutique de lui dire que les miracles n'existent pas. Si vous n'y croyez pas vous-même, vous pourrez toujours lui demander de vous en dire un peu plus sur le sujet. Peut-être même finira-t-il par vous convaincre. Depuis 8 ans, nous avons eu plusieurs patients qui, médicalement parlant, n'avaient presque aucune chance de survie et qui vivent encore aujourd'hui plusieurs années après leur mort annoncée. Actuellement, j'ai une patiente mourante qui se comporte comme si elle ignorait sa situation. Peut-être s'agit-il d'un déni. Comment lui tirer les vers du nez? Comment la mettre en confiance? De quoi puis-je lui parler?
Il me semble important de ne pas lui tirer les vers du nez. Si elle a l'air de souffrir, demandez-lui si ces antalgiques lui suffisent. Si elle est agitée, asseyez-vous à côté d'elle, prenez-lui la main et interrogez-la simplement. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous mettre... pardon, je bafouille. Que puis-je faire pour vous mettre à l'aise? Elle vous fera alors part de ses besoins. Je crois que nous avons toujours tendance à jouer au chat et à la souris et à nous croire omniscients, omnipotents. Si vous ne savez pas comment aider un malade, dites-le lui. Il pourra vous demander de lui amener un ami ou un prêtre. Peut-être voudra-t-il mettre les choses en ordre ou dicter ses dernières volontés. Ces demandes vous indiqueront qu'il se sait en fin de vie. Vous avez dit un jour que tout mourant devrait avoir dans son entourage une personne qui n'ait pas besoin de nier la mort. Y parvient-on jamais? Chacun de nous n'a-t-il pas sa façon de nier? Quantité de gens ne nient pas la réalité de la mort dans une société qui pratique ce déni. Il faut du temps pour y parvenir. Mais quand on prend conscience de sa propre finitude et qu'on l'accepte, on constate que la vie a davantage de sens et de prix. Ceux qui ont réellement affronté leur finitude sont bien mieux armés pour aider les patients en fin de vie. Pourquoi moi? Pourriez-vous nous indiquer d'autres comportements à adopter face à un patient qui demande « Pourquoi moi ?» Je lui réponds « Pourquoi vous ?» Je ne sais pas, mais on peut aussi inverser la question et demander « Pourquoi pas vous ?» Puisque nous devons tous affronter la mort et le mourir, cet événement se présentera à nous tôt ou tard. En fait, le malade demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ?» Je le laisserai soulever la question pour qu'il se décharge de sa colère, son angoisse, son sentiment de désarroi et ses préoccupations diverses. C'est en vous appuyant sur ces données que vous pourrez l'aider. Je souffre d'une maladie incurable. Lorsque j'ai découvert la vérité, je me suis sentie privée de futur. J'étais très en colère. Avez-vous observé des sentiments similaires? La plupart de mes patients réagissent ainsi. Ils sont choqués et furieux de se voir privés de futur. Peu à peu, ils s'aperçoivent pourtant qu'ils vivent toujours le moment présent et qu'il leur reste des moments à venir parce qu'ils bénéficient d'un laps de temps limité. Ils vivent souvent plus intensément, découvrent des valeurs différentes et profitent mieux de la vie. Contrairement aux bien portants qui ne pensent qu'au lendemain ou à l'année prochaine. Un patient pleure en expliquant que son médecin vient de lui annoncer sa mort imminente. Un étudiant en médecine se demande comment faire face à cette situation. S'il s'en juge capable, je lui conseillerais de dire au patient que personne ne sait quand il mourra, que son état est grave, mais qu'on va essayer de faire du mieux possible pour lui donner une seconde chance. Il est cruel d'annoncer à un patient qu'il va mourir sans lui donner le moindre espoir. En ce cas, il se laisse souvent aller et passe ses derniers jours ou ses dernières semaines à souffrir. Comment le personnel d'accompagnement, infirmière, médecin, assistante sociale, doit-il gérer ses larmes ou sa colère lorsqu'il a le sentiment de ne plus pouvoir les contrôler? C'est parfois la première raison qu'on invoque pour éviter le patient en fin de vie. Chaque membre du personnel d'accompagnement doit avoir accès à une salle de lamentation. Il peut s'agir d'un local aménagé près du bureau des infirmières, de la chapelle de l'hôpital ou de tout autre lieu où il pourra pleurer, jurer, exprimer sa colère. S'isoler avec un ami pour dire du mal des collègues qui lui tapent sur les nerfs ou lui empêcher de rester avec un patient dans le besoin. Grâce à ce type d'endroit, l'équipe pourra se libérer de ses sentiments de retour dans le service. Chacun sera plus à même de garder une certaine maîtrise de soi. C'est particulièrement vrai des gens qui travaillent dans les services de soins intensifs, où il est extrêmement difficile de tenir 8 à 9 heures sans exprimer ses sentiments de temps à autre. Quelle attitude adopter face à la rage? Il est parfois aussi cruel d'y répondre par l'acceptation que par la colère, alors que faire? Il est peut-être extrêmement difficile de s'adapter à un patient en colère, méchant qui déplace son mécontentement et sa jalousie sur ses amis, ses proches et l'équipe. Face à l'un de ces malades, essayez de voir si sa colère se justifie. Par exemple, si la nourriture est mauvaise, parlez-en à la diététicienne. Si son comportement correspond à la phase de colère qu'on observe dans le mourir, celle qui lui fait demander « pourquoi moi ?», essayez de lui expliquer que vous comprenez ses sentiments et qu'à sa place, vous les éprouveriez également. En d'autres termes, apportez de l'eau à son moulin pour lui permettre d'exprimer son angoisse sans se sentir coupable
en état d'infériorité ou infantilisé. On peut faire des merveilles en consacrant des instants particuliers à ces patients particulièrement difficiles. Ils appelleront moins souvent les infirmières, leur famille sera satisfaite et eux-mêmes s'en trouveront mieux. Un patient souffre d'une affection neurologique chronique en évolution lente. Son conjoint et lui ont le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'ils veulent de leur vie commune. Comment aideriez-vous ce jeune couple à surmonter sa panique et sa peur d'être pris de court ? Le sentiment de panique et l'impression de manquer de temps procèdent d'une anxiété momentanée. Ils ne vont pas tarder à découvrir que le fait d'être ensemble ne se compte pas en heures, en semaines ni en mois, mais se fonde sur la profondeur de leur lien. S'ils entendent parler de ces couples dont un membre a brusquement trouvé la mort, ils apprendront peut-être à apprécier la chance qu'ils ont de pouvoir passer plus de temps ensemble et à en profiter au maximum. Comment accompagner une personne en colère contre Dieu ? Cette attitude nous choque et nous apparaît presque comme une attaque personnelle. Je l'aiderai à exprimer sa colère contre Dieu, car Dieu est sans doute suffisamment miséricordieux pour l'accepter. Pourquoi certains malades blasphèment-ils ? Les patients en fin de vie ne sont pas différents des bien portants. Le blasphème peut servir d'arme pour dépasser une rage impuissante. Comment accompagner les membres d'une famille qui injurent le personnel infirmier ? Ils sont les seuls à ne pas identifier leur colère et leur angoisse. Le fait que vous écriviez « accompagner » entre guillemets indique l'ambivalence de vos sentiments à leur égard. Je me demande si vous souhaitez vraiment les aider ou juste les forcer à se calmer. En apprenant à ne pas prendre ces injures ni ces insultes pour vous, mais à voir les membres de cette famille comme des individus perturbés, angoissés et profondément bouleversés, vous pourrez peut-être les aider à extérioriser leur angoisse et leur colère. Ensuite, le personnel infirmier les supportera beaucoup mieux. Dans l'absolu, les familles devraient pouvoir se tourner vers quelqu'un qui n'appartienne pas à l'équipe soignante, de préférence un prêtre ou une assistante sociale. Ces personnes pourraient aider non seulement les proches, mais aussi indirectement l'équipe qui traverse une passe difficile. En voyant des cartes de vœux de rétablissement épinglées au mur d'un de vos patients, vous lui avez demandé s'il n'était pas en colère. Apparemment, ça a marché. Mais n'avez-vous pas projeté votre propre colère sans chercher à connaître sa position ? C'est vrai, en voyant ce mur couvert de cartes hypocrites, je lui ai fait partager ma réaction instinctive de rage et de colère. En effet, tout le monde le savait dans la dernière phase de sa vie et dans l'impossibilité totale de se rétablir. Ce faisant, j'ai tapé dans le mille et lui ai permis de me faire partager à son tour sa propre rage et sa propre colère. C'est pourquoi il s'est visiblement senti mieux par la suite. Le marchandage, la dépression et le chagrin qui s'ensuivent. Un patient qui a traversé une phase du mourir en revient à une phase antérieure. Peut-on dire qu'il ne l'a pas totalement vécu ? Non, j'aimerais faire comprendre ceci. Les patients ne suivent pas nécessairement un schéma classique qui les mènerait de la phase de déni à la colère, puis au marchandage, à la dépression et à l'acceptation. La plupart de mes malades ont simultanément traversé 2 ou 3 phases. Celle-ci ne se présente donc pas toujours dans le même ordre. Il importe toutefois de reconnaître que si nous ne le laissons pas lâcher prise, le patient se met souvent à régresser après avoir atteint une authentique phase d'acceptation. Peut-être prenons-nous des mesures utiles afin de prolonger sa vie alors qu'il ne le souhaite plus. Peut-être un parent se défend-il en le rendant coupable de mourir sous le nez de sa famille. Une régression survenant dans cette dernière phase nous indique presque à coup sûr que notre gestion du patient a été inadéquate. Ce constat ne s'applique pas aux phases précédentes. Ma sœur, qui souffre d'un cancer, traverse actuellement la phase de marchandage. Elle parle librement de sa maladie et de son traitement. Elle plaisante sur le fait qu'elle ne mourra que quand le moment sera venu et désire fortement refaire un voyage dans 2 ans. Un mourant peut-il traverser une ou plusieurs phases sans que les proches s'en aperçoivent ? Apparemment, votre sœur peut parler facilement de la question et exprimer le désir de faire un autre voyage dans 2 ans. Elle semble optimiste. À mon avis, vous devriez être reconnaissant de l'avoir capable de s'exprimer ouvertement. On peut traverser la phase de marchandage à l'insu d'un observateur, mais il me paraît difficile de cacher la vraie phase de colère ou de dépression.
Un patient malade, sans être en phase terminale, déclare « Je veux mourir cette nuit ». Que lui répondez-vous? Je lui répondrai que j'ai déjà éprouvé la même chose, mais que je me demande ce qui le fait penser à cela. Je lui ferai ainsi comprendre que nous y pensons tous de temps en temps, mais que je préférerais savoir ce qui a suscité cette réflexion. Les malades ont parfois le pressentiment de leur mort imminente. Ils vous la font partager si vous les écoutez. Ne les empêchez pas de le faire en leur tenant des propos comme « Allons, ne parlez pas de cela ». Dans le cadre de mon ministère, je suis actuellement confrontée à une situation délicate. Un patient a souffert d'une maladie extrêmement grave que tout le monde croyait mortelle. Il est parvenu à une certaine acceptation de l'imminence de sa mort et s'est aperçu qu'au lieu de mourir, il était condamné à vivre avec un handicap sérieux. Il est parfois plus facile d'affronter la mort qu'une longue vie assortie d'un handicap lourd. Si vous avez pu, grâce à vos conseils, aider ce malade à accepter l'imminence de sa mort, vous pourrez très probablement, grâce à un soutien plus poussé, l'aider à affronter une longue vie et un fonctionnement limité. Tous nos patients atteints de sclérose en plaques, de paraplégie ou de cécité sont passés par ces phases. Accepter un fonctionnement limité est parfois plus difficile et demande davantage de temps qu'affronter la mort qui, au moins, met un terme à la souffrance. Comment traitez-vous une personne qui ne veut plus vivre? C'est une question trop vaste. Certaines personnes ne veulent vraiment plus vivre. J'éprouve de l'empathie à leur égard. D'autres, paralysées de la tête aux pieds, sont aphasiques. Il leur est impossible de dire un seul mot. Et ne peuvent ni lire ni écrire. Elles restent des années couchées à vous regarder pleinement conscientes, nourries artificiellement, sans pouvoir communiquer avec l'extérieur autrement qu'avec les yeux. C'est le biais du regard. Par le biais du regard, elles sourient, elles pleurent. C'est leur seule façon de garder le contact avec l'extérieur. Aimeriez-vous vivre ainsi? Certains de mes patients cancéreux ont vécu des mois dans d'atroces souffrances. Les métastases osseuses leur interdisent tout mouvement. Ils ont besoin que leurs proches les tournent, les nourrissent, répondent à leurs besoins. S'ils sont hospitalisés, ils apportent un autre poids. Les dépenses énormes que leur famille peut à peine assumer, ils savent ce qui les attend et ne veulent plus vivre. Eux non plus. Alors, je vais reprendre la phrase. S'ils sont hospitalisés, ils supportent un autre poids, les dépenses énormes que leur famille peut à peine assumer, ils savent ce qui les attend et ne veulent plus vivre. Eux non plus. Aimeriez-vous vivre ainsi? Je pense qu'il nous faut évaluer chaque patient. Si pour des raisons bien compréhensibles, un malade exprime le désir de mourir vite, je n'éprouve aucune difficulté à partager cet espoir avec lui. Il y a plus de 2 semaines, on a annoncé à un homme qu'il lui restait un jour à vivre. Son médecin l'avait abandonné après avoir fait, disait-il, tout son possible. Aujourd'hui, cet homme est toujours vivant et il semble aller mieux. Les membres de la famille attendaient sa mort sans grand courage pour l'affronter. Ils vivent d'espoir. L'homme refuse de voir son épouse. Il dit ne plus supporter personne. Je crois que moi non plus, je ne supporterais personne si l'on m'annonçait qu'il me reste un jour à vivre. Nos patients n'iraient pas bien si on leur donnait un nombre précis de jours ou de semaines de survie. Cette façon de communiquer avec le malade est irresponsable, car nous ne savons pas si celui-ci fera exception à la règle ou non. Bon nombre de patients ont vécu bien au-delà des estimations des médecins. Cet homme se trouve probablement dans une situation intermédiaire. Il n'est ni capable de vivre et de profiter du temps qui lui reste, ni capable de mourir. Il est en colère et ne supporte personne de son entourage car il voit les gens attendre sa mort et cette mort ne pas venir. Selon moi, une personne qui se sent à l'aise avec ce genre de patient devrait aller le voir, se mettre à son niveau et lui dire qu'il était idiot de lui annoncer un jour de survie. Ils discuteraient ensemble de ce qu'on peut faire pour l'aider maintenant qu'il a un peu récupéré. On devrait l'inciter à profiter pleinement du temps qui lui reste. Au début, sans doute, exprimera-t-il une certaine rage et une certaine colère, après quoi il indiquera ce qu'il souhaite faire du délai qui lui reste. Que dire des malades psychiatriques qui se sentent quasiment morts, techniquement morts, qui n'ont presque aucun espoir d'avenir et encore moins d'un avenir où leur santé serait relativement bonne? Les morts partielles sont nombreuses. Bien des patients hospitalisés, bien des vieillards placés
en maison de retraite sont réduits à l'état végétatif et se contentent d'exister sans vraiment vivre. C'est ce que j'appelle une mort partielle, surtout si l'avenir est sombre, si ces gens sont abandonnés de leur famille, s'ils n'ont aucune chance de vivre une vie normale. C'est à nous, les bien portants, de leur donner une chance afin qu'ils se remettent à vivre sans attendre que la mort les libère d'une souffrance chronique et désespérée. Tout être humain a quelque chose à donner à condition qu'on lui en fournisse les moyens. Les patients amputés et ceux qui souffrent d'une paralysie par atteinte de la moelle épinière ou d'hémiplégie se décrivent souvent comme à moitié morts et expriment le désir de mourir. Votre analyse s'applique-t-elle à eux? Si oui, comment? Que faire pour les aider, surtout dans les cas fréquents où il est impossible de dire si la paralysie est irréversible? Les patients qui doivent affronter la paralysie doivent également assumer une terrible perte. Nous avons vu quantité d'anciens combattants du Vietnam paralysés. Bon nombre d'entre eux demandaient pourquoi on ne leur permettait pas de mourir. Parmi ces jeunes gens, nombreux sont ceux qui se considèrent comme à moitié morts. Cette réaction est tout à fait compréhensible. Il faut du temps, de la patience, de l'amour et de l'endurance pour les conseiller, les aider à donner un sens à leur souffrance et plus que tout, leur montrer que même un paralysé peut vivre une vie pleine. En règle générale, ces patients traversent la phase de colère et de déni. Ils ne se croient pas paralysés à la vie lorsqu'ils commencent à prendre conscience du fait que la récupération peut être impossible. Ils éprouvent une forte indignation et deviennent des malades difficiles. Il est possible qu'ils marchandent avec Dieu ou qu'ils sombrent dans la dépression, parfois des mois durant. Ils n'accéderont à la phase d'acceptation que si vous les assistez suffisamment. Récemment, j'ai travaillé avec une patiente cancéreuse qui a subi 7 opérations, dont une colostomie. Elle bénéficie actuellement d'une radiothérapie palliative. Elle est profondément déprimée et demande « Qu'est-ce que ça vous ferait d'être à ma place ?» Que lui répondriez-vous? Que lui répondriez-vous, pardon. Je lui dirais très certainement que je serais moi aussi fort triste. Les phases du mourir paraissent identiques à celles que traverse une personne qui devient soudain lourdement handicapée. Auriez-vous quelques commentaires à faire sur le sujet? C'est vrai, tout type de perte provoque les réactions d'ajustement que nous appelons les phases du mourir. La plupart des patients en fin de vie sont-ils vaincus dans leur lutte contre la mort lorsqu'ils s'aperçoivent de leur état? Non. Comment réagissez-vous face à un malade qui déclare « Pourquoi devrais-je faire ceci? De toute façon, je vais mourir et j'aimerais que ce soit déjà fait. » De nombreux patients refusent qu'on les force à faire ce qu'ils ne sont plus prêts à faire. Il faut réévaluer la maladie qui déclare « De toute façon, je vais mourir et j'aimerais que ce soit déjà fait. » Peut-être sa souffrance est-elle trop lourde? Peut-être la médication antalgique est-elle inadéquate? Peut-être personne ne se soucie-t-il vraiment de lui. D'ordinaire, un malade qui reçoit une aide physique, psychologique et spirituelle peut tenir le coup et passer outre le désespoir qui lui fait tenir ce genre de propos. S'il conserve le même discours alors qu'on lui a offert toute l'aide nécessaire, je lui dirais « Oui, je comprends ». Que répondez-vous à quelqu'un qui dit « Je ne suis plus utile à personne, pourquoi ne me laissez-vous pas partir ?» Le fait qu'il me parle prouve qu'il a tort. En me faisant partager son expérience, il me permet de mieux soigner les autres malades incurables. Je me sentirai très à l'aise pour le lui expliquer. Comment vous comportez-vous face à un malade condamné qui dit « À quoi bon me lever puisque je vais mourir ?» Il arrive que ces patients aient raison. Souvent, nous attendons trop de nos grands malades. J'ai vu de nombreux enfants gravement atteints qu'on forçait à aller à l'école, à faire ce qui plaisait aux adultes, alors qu'en fait, ils avaient besoin de décatecter, de se détacher et qu'ils voulaient la paix. Il était important de faire la différence entre le détachement normal du mourant et la dépression pathologique du patient qui perd espoir prématurément et ne veut plus déranger. Il est utile de laisser les malades fortement déprimés, ceux qui n'attendent plus rien, parler de leurs sentiments de futilité et de désespoir. Nous devons impérativement laisser le patient en phase de séparation se détacher afin qu'il découvre ses propres ressources et la paix intérieure. Comment réagiriez-vous face à un patient en fin de vie qui s'inquiète du fait que la personne aimée va rester seule au monde à sa mort? J'éprouverai de l'empathie à son égard et lui demanderai si je peux faire quoi que ce soit pour faciliter les choses à ceux qu'il laissera derrière lui. Je vérifierai également s'il a réglé ses affaires courantes, s'il a rédigé un testament, s'il doit s'occuper de questions financières ou autres pendant
qu'il le peut encore. Si la famille reste à la traîne, je veillerai à ce qu'on la conseille afin qu'elle puisse affronter la réalité de cette mort imminente. La fin de vie, au mieux, l'acceptation. En fait, parlons-nous de la mort et du mourir ou de la vie et du vivre avant la survenue de la mort. Il me paraît utile de réfléchir à cette distinction. Lorsque je donne une conférence sur la mort et le mourir en vous faisant partager ce que j'ai appris de nos patients en fin de vie, j'ai conscience d'adresser un message aux vivants. Ce sont des malades mourants qui nous apprennent les vraies valeurs de la vie. Si nous parvenions à la phase d'acceptation dès notre plus jeune âge, nous pourrions mener une existence plus riche de sens, apprécier les petites choses de la vie et établir des priorités différentes. Lorsqu'on parle à un être cher mourant, doit-on exprimer en toute honnêteté ses sentiments de peur, de perte et de séparation? Peut-on vraiment cesser de jouer la comédie? Oui, c'est possible. Il y a peu, j'ai rendu visite à une mourante dont j'étais très proche. Je lui ai dit qu'au cas où cette visite serait la dernière, je tenais à ce qu'elle sache qu'elle me manquerait terriblement. Elle a lâché avec légèreté, j'espère bien. À ces mots, elle s'est excusée et je lui ai demandé en plaisantant si elle voulait vraiment tricher pour cette dernière rencontre ou si nous n'avions pas appris depuis longtemps à être franches l'une envers l'autre. Nous sommes fortement étreintes et nous sommes fortement étreintes et avons parlé très ouvertement de ce qui se passerait lorsqu'elle aurait disparu. Quand je l'ai quittée, elle m'a dit que ce moment avait été le meilleur que nous ayons jamais passé ensemble. Une de mes patientes cancéreuses en phase terminale est atteinte d'un blocage bilatéral. Son mari a demandé qu'elle ne souffre pas. Nous lui donnons des calmants lorsqu'elle est agitée. En dehors de ces moments, son urémie la rend complètement léthargique. Apparemment, elle a des hallucinations visuelles. Elle voit sa mère décédée, une sœur, son fils unique. Elle ne souhaite que dormir et déclare qu'elle rentrera chez elle mardi. Sur le plan psychologique, je me crois préparée. Pensez-vous vraiment qu'elle sente quelque chose que nous ignorons? Je ne sais pas si elle sent quelque chose que vous ignorez, car vous savez bien qu'elle va mourir d'ici peu. Et si je ne me trompe pas, elle va probablement mourir mardi. Tous les patients savent qu'ils sont mourants. Bon nombre d'entre eux peuvent également nous dire quand ils mourront. La plupart du temps, ils sont dans le vrai. Si elle est déjà en contact avec sa défunte mère, sa sœur décédée et son fils mort avant elle, il est très probable qu'elle ait déjà décatecté, qu'elle se soit détachée des relations de ce monde et qu'elle soit prête à mourir. Le patient fait-il preuve d'une dignité différente lorsqu'il se résigne à son sort au lieu de l'accepter? Les malades qui ont atteint la phase d'acceptation dégagent une sérénité phénoménale. Il y a en eux quelque chose de très digne. En revanche, les patients en phase de résignation se montrent souvent indignés, amers et angoissés. Ils déclarent par exemple « à quoi bon » ou « j'en ai assez de me battre ». On fait aisément la différence entre leur sentiment de futilité, d'inutilité, leur absence de paix et une authentique phase d'acceptation. Voulez-vous dire que peu importe l'interprétation qu'on fait de la mort pour soi-même et pour autrui, qu'est-ce qui compte est de l'interpréter pour soi-même et de se sentir bien dans cette interprétation? Les gens donnent des sens différents à la mort, que chacun trouve la paix et le bien-être dans le sens qu'il lui donne. Je crois que c'est ce que nous pouvons souhaiter de mieux. On dit que dans ces derniers moments, un mourant voit toute sa vie défiler devant lui en accéléré. Avez-vous entendu parler de ce phénomène? Parmi mes patients en fin de vie, nombreux sont ceux qui ont revécu certaines expériences de leur passé. Je crois que lorsqu'il traverse cette période, le malade s'est coupé des apports extérieurs. Il commence à se détacher, à pratiquer une intense introspection. Il tente de se souvenir des événements et des gens importants à ses yeux. Il ressasse de plus en plus son passé, peut-être pour s'efforcer de résumer la valeur de sa vie et de lui donner un sens. Nous sommes aperçus que ce ne sont pas les souvenirs ni les moments importants liés aux êtres chers qui aident le plus les malades dans les derniers instants de leur vie. À la mort de ma mère survenue récemment, je n'ai pas observé la décatexie que vous décrivez dans votre livre. Le congé qu'elle prenait de nous présentait-il... Alors attendez, excusez-moi, parfois j'ai un peu du mal à lire les phrases. À la mort de ma mère survenue récemment, je n'ai pas observé la décatexie que vous décrivez dans votre livre. Le congé qu'elle prenait
de nous présentait-il un caractère trop intime pour que je le remarque? Peut-être ce congé présentait-il un caractère trop intime, mais peut-être aussi votre mère était-elle en paix, dans une phase d'acceptation et tellement à l'aise qu'elle n'a pas eu besoin de passer par plusieurs phases pour se séparer de vous. Je me suis toujours demandé comment un malade pouvait savoir qu'il allait mourir dans la demi-heure qui suit. Avez-vous déjà rencontré des patients qui vous ont expliqué ce qu'ils ressentaient dans ces derniers instants? Bon nombre de nos patients ont été capables de nous donner l'heure de leur mort. D'innombrables malades nous ont demandé de prévenir leur famille ou d'appeler leur infirmière préférée pour la remercier. Quantité d'entre eux ont prié l'infirmière de les coiffer et de leur passer une nouvelle chemise, afin d'être propres et nets. Ils souhaitent alors qu'on les laisse seuls quelques minutes. Lorsque nous revenons, ils sont morts. Je crois qu'il s'agit là de ce que nous appelons les signaux psychophysiologiques qu'un malade perçoit juste avant son décès. Avez-vous dit que notre objectif n'est pas de faire passer un malade d'une phase à l'autre car il peut avoir besoin du déni? Or, vous parlez de la dernière phase comme un objectif à atteindre, notamment à travers l'exemple de la dame qui pince la joue de son mari. Vous avez clairement laissé entendre qu'avec de bons conseils, elle pourrait accepter la mort de son époux. Pourriez-vous expliquer cette contradiction? On peut penser qu'il y a contradiction alors qu'il s'agit en fait d'une simple question de vocabulaire. L'idéal serait que le patient en fin de vie et sa famille parviennent à la phase d'acceptation avant que survienne la mort. En ce cas, le travail du chagrin est restreint, voire inexistant, bien qu'il y ait effectivement chagrin. Mais notre objectif n'est pas de pousser un patient d'une phase à l'autre s'il a besoin de plus de temps dans une phase donnée. S'il n'a pas l'intention d'affronter réellement sa finitude, s'il préfère en rester à la phase de déni, nous lui rendrons un meilleur service en le laissant faire à sa guise. S'il s'est indigné toute sa vie, s'il avait une âme de révolutionnaire ou de combattant, il est bien plus probable de le voir demeurer dans la phase de colère jusqu'au bout. S'il avait une personnalité dépressive, s'il s'apitoyait sur lui-même et s'il est toujours ainsi à la fin de ses jours, il est peu probable de le voir enjoué, prêt à accepter sa mort, le sourire aux lèvres et dans la sérénité. En tout cas, nous devons éviter de le pousser à se comporter de sorte qu'il réponde à nos attentes, à notre attente. Nous devons nous montrer disponibles, l'aider à passer d'une phase à l'autre alors, excusez-moi, j'ai l'impression que les traductions, elles ne sont pas toujours très correctes, ou c'est moi qui lis pas bien les phrases. Nous devons nous montrer disponibles, l'aider à passer d'une phase à l'autre quand et s'il y est prêt. Or, faute d'aide, certains malades peuvent avoir du mal à y parvenir. Bon. Avez-vous rencontré de nombreux patients qui aient atteint la phase d'acceptation au moment où vous les avez interrogés? Je pense que la plupart de nos malades atteindraient la phase d'acceptation s'il n'y avait pas les professionnels de l'accompagnement, surtout les médecins qui n'acceptent pas la mort d'un patient. Si nous, médecins, éprouvons le besoin de prolonger la vie sans nécessité de retarder le moment de la mort, le patient régresse souvent à la phase de dépression et de colère sans pouvoir mourir dans la paix et l'acceptation. Le deuxième problème, sans doute le plus fréquent en termes quantitatif est celui de la famille proche qui s'accroche et ne peut lâcher prise. Il est très difficile à un homme de mourir sereinement s'il voit le bouleversement et la douleur qu'il provoque chez son épouse, qui, elle, ne peut accéder à la phase d'acceptation. Si nous observons une telle conspiration du silence, une telle divergence, nous devons aider ceux qui restent à la traîne. J'entends par là que nous devons aider le médecin ou l'épouse à faire face, ce qui aidera indirectement le malade à rester dans la phase d'acceptation ou à l'atteindre. Jusqu'où l'acceptation de la mort est-elle compatible avec le mécanisme positif sur le plan médical de la volonté de vivre et de se battre pour rester en vie et recouvrer la santé? Accepter la mort est ce que nous pouvons faire de plus réaliste, puisque chacun de nous doit mourir tôt ou tard. Lorsqu'un patient accepte la réalité de sa finitude, il est plus à même d'utiliser ses énergies internes afin d'aider le médecin et l'équipe soignante à assurer sa survie. Ceci n'exclut pas cela, bien au contraire, ce dispositif renforce l'amour de la vie et la volonté de vivre. Mes parents ont 60 ans passés, tous leurs amis sont mourants ou déjà morts. Quand je vais leur rendre visite, ma mère déclare qu'elle ne veut pas vieillir ni se voir diminuer. Quand on lui fait des cadeaux, elle précise
qu'ils me reviendront à sa mort. Je ne sais que dire à mes parents à ce sujet. Je crois que vous devriez comprendre qu'il n'est pas très agréable de vieillir et de perdre ses amis ainsi que ses proches les uns après les autres. On peut comprendre que bien des gens dans notre société refusent de vieillir parce qu'ils n'ont pas de grande famille qui s'occupera d'eux lorsqu'ils ne pourront plus répondre eux-mêmes à leurs propres besoins. Il n'est pas vraiment amusant de finir ses jours en maison de retraite. Vous pouvez manifester de l'empathie à votre mère. Essayez d'imaginer ce que vous ferez si elle atteint un âge avancé. Si vous entendez ces demandes maintenant, alors qu'elle a encore les idées claires et que vous pouvez en parler sans que sa mort soit trop proche, tout sera beaucoup plus facile par la suite. Voilà, je m'excuse pour les phrases de bafouillage où parfois j'ai du mal à relire ou à comprendre les phrases. J'ai l'impression que parfois c'est pas bien traduit ou voilà, comme je le disais, c'est peut-être moi qui lis mal les phrases. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour aborder le deuxième chapitre qui est le mode de communication particulier. Merci, à bientôt.